Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un conflit méconnu et pourtant dévastateur, celui de la crise anglophone au Cameroun. Imaginez un pays divisé non seulement par des frontières administratives, mais par un fossé historique et linguistique qui perdure depuis plus d'un siècle. Dès les premières secondes, laissez-moi vous poser cette question cruciale. Pourquoi la communauté internationale semble-t-elle avoir oublié une guerre civile qui a déjà coûté la vie à des milliers de personnes et déplacé plus d'un demi-million d'habitants? Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous allons décortiquer les raisons politiques, économiques et historiques derrière ce désastre humain. Pour comprendre la situation actuelle, il est indispensable de remonter le temps. Le Cameroun, ce pays fascinant et aux multiples facettes, occupe une position stratégique entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Avec une superficie de 475 000 km², il partage ses frontières avec 6 pays, le Nigeria, le Tchad, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale, et possède même une côte atlantique. Sa population d'environ 29 millions d'habitants représente plus de 250 groupes ethno-linguistiques différents. Pourtant, malgré cette diversité, 2 langues officielles dominent, le français et l'anglais. Mais voilà, environ 80% de la population est francophone, laissant les 20% anglophones concentrés dans les 2 régions occidentales, précisément aux abords du Nigeria, région désormais en proie à des conflits violents. Ce contraste linguistique trouve ses racines dans une histoire coloniale mouvementée et complexe. Revenons à la fin du XIXe siècle, à l'époque de la conférence de Berlin en 1884. À cette époque, l'Allemagne s'empara d'un territoire qui allait devenir le Cameroun. Toutefois, ce contrôle allemand ne dura pas longtemps. 30 ans plus tard, au début de la Première Guerre mondiale, la situation changea radicalement. La Grande-Bretagne et la France, profitant de l'affaiblissement allemand, se partagèrent le territoire. La France prit en charge la majeure partie des terres, tandis que la Grande-Bretagne obtint environ 20% du territoire, une zone limitrophe du Nigeria, sa plus grande colonie en Afrique de l'Ouest. En 1922, la Société des Nations officialisa ce partage en attribuant à la Grande-Bretagne et à la France des mandats pour administrer respectivement le Cameroun britannique et le Cameroun français. Ce découpage, qui paraissait à l'époque une simple question d'administration coloniale, allait semer les graines d'un conflit qui perdure encore aujourd'hui. En effet, dès lors, le conflit identitaire et linguistique prit une dimension historique. Les différences entre les systèmes éducatifs, juridiques et administratifs instaurés par les 2 puissances coloniales ne cessèrent de créer des frictions. Durant la période coloniale, la partie anglophone fut divisée en 2 zones bien distinctes. Au nord, où la majorité des habitants étaient musulmans et partageaient des liens culturels et ethniques avec les populations Haoussa et Peul du Nigeria, et au sud, où la population, majoritairement chrétienne et animiste, subissait une administration britannique indirecte depuis le Nigeria voisin. Cette division fut un prélude à la future intégration chaotique avec la République du Cameroun, qui naquit de l'indépendance du Cameroun français le 1er janvier 1960. À l'aube de l'indépendance, une question majeure se posait: que faire du Cameroun britannique? La réponse ne tarda pas à se faire sentir avec la tenue de référendum le 11 février 1961. Dans la région du Nord, les populations, en raison de leurs liens ethniques et de la proximité avec le Nigeria, choisirent de rejoindre ce pays. Le 31 mai 1961, le Cameroun du Nord devint officiellement partie intégrante du Nigeria. Quant au Cameroun du Sud, redoutant d'être submergé au sein d'un Nigeria qui se préparait à l'indépendance, 70% de ses habitants optèrent pour l'union avec la République du Cameroun. Cette union, bien que présentée comme une démarche de réunification, fut entachée par des négociations que beaucoup d'anglophones jugent encore aujourd'hui illégitimes. Le 1er octobre 1961
marqua ainsi la naissance de la République fédérale du Cameroun, une union qui devait pourtant se révéler précaire. Au début, les anglophones bénéficiaient d'une certaine représentation, certains d'entre eux occupant même des postes ministériels de premier plan, dont celui de Premier ministre. Cependant, cette période de relative inclusion ne dura pas. Dès que le président francophone Amadou Ahidjo commença à centraliser le pouvoir, l'influence des anglophones se vit progressivement réduite, amorçant ainsi une spirale descendante qui allait culminer dans la crise actuelle. Le 20 mai 1972 fut un tournant décisif. Lors d'un référendum, le système fédéral fut aboli au profit d'un régime présidentiel centralisé. Cette décision, qui semblait destinée à renforcer l'unité nationale, ne fit qu'exacerber les tensions dans les régions anglophones, qui se voyaient privées de leur autonomie historique. Ces tensions s'accentuèrent après l'accession au pouvoir du président Paul Biya en 1982. La centralisation du pouvoir se renforça et la marginalisation des anglophones devint une réalité de plus en plus douloureuse et intolérable. Au début des années 1990, la pression pour un changement de gouvernance se faisait sentir. En 1993, la première conférence de tous les anglophones se tint, réunissant diverses associations et leaders politiques qui revendiquaient le rétablissement d'une constitution fédérale. Cette conférence marqua le début d'une série de manifestations et de campagnes de sensibilisation qui visaient à alerter l'opinion publique internationale sur la situation critique des régions anglophones. Pourtant, malgré le soutien de personnalités telles que l'ancien Premier ministre, ces appels furent largement ignorés par la communauté internationale. Le conflit, malgré son intensité, demeura en marge des grands médias mondiaux et l'inaction politique se prolongea. La situation prit une tournure plus dramatique en 2016. Une série de protestations éclata dans les régions anglophones, déclenchée par le déploiement croissant d'enseignants et de fonctionnaires francophones dans des institutions clés de la région. Cette décision, perçue comme une tentative de dilution de l'identité anglophone, provoqua une réaction en chaîne. Les manifestations pacifiques dégénérèrent rapidement en violence lorsque le gouvernement intensifia sa répression en arrêtant des leaders de la contestation et en déployant des forces de sécurité supplémentaires. La situation escalada encore le 1er octobre 2017, lorsque plusieurs groupes armés déclarèrent l'indépendance de la région sous le nom de République fédérale d'Ambazonie, en référence à un court épisode historique du XIXe siècle. Depuis cette déclaration, les violences n'ont cessé de s'intensifier. Des affrontements sanglants opposant les forces gouvernementales aux séparatistes se succèdent et la population civile paie le prix fort. Selon les estimations, plusieurs milliers de personnes ont déjà perdu la vie et plus d'un demi-million d'habitants ont été contraints de fuir leur foyer, souvent en direction du Nigeria voisin. Cette tragédie humanitaire, qui se déroule en pleine lumière, reste pourtant largement méconnue à l'échelle internationale. Les attaques contre des infrastructures civiles, notamment des écoles, ont choqué le monde entier. En octobre 2020, un assaut contre une école qui a coûté la vie à de nombreux enfants fut vivement condamné par le secrétaire général de l'ONU. Ce drame ne fut qu'un épisode parmi tant d'autres dans une série d'événements qui témoignent de l'horreur quotidienne vécue par les populations des régions anglophones. Paradoxalement, malgré l'ampleur de la catastrophe, la crise continue de recevoir une couverture médiatique très limitée, surtout en comparaison avec d'autres conflits internationaux tels que ceux en Ukraine ou au Moyen-Orient. Pourquoi un conflit d'une telle envergure demeure-t-il dans l'ombre des projecteurs internationaux? La réponse réside en partie dans les intérêts géopolitiques. Le Cameroun, en dépit de ses problèmes internes, reste un allié stratégique pour plusieurs grandes puissances. La France et les États-Unis, par exemple, ne souhaitent pas compromettre leur partenariat avec un pays qui joue un rôle clé dans la lutte contre l'insurrection islamiste, dans le Sahel et dans le voisinage instable du Nigeria. De plus, les gouvernements occidentaux hésitent à critiquer ouvertement le régime du président Biya, en grande partie en raison des liens économiques et politiques qui unissent leurs nations.
La complexité de la situation est également aggravée par le manque d'initiative de la part des médias internationaux. En effet, la couverture médiatique de cette crise reste limitée non seulement à cause de la difficulté d'accéder à des zones de conflit en raison des restrictions imposées par le gouvernement camerounais, mais aussi parce que le conflit ne bénéficie pas du soutien de groupes de pression puissants sur la scène internationale. Sans une attention soutenue de la part des médias, la pression publique nécessaire pour forcer une intervention internationale se fait rare. Au fil des années, divers efforts de médiation ont été tentés. En 2023, par exemple, le Canada s'est engagé dans une initiative visant à instaurer un dialogue entre les parties en conflit. Malheureusement, ces tentatives se sont heurtées à l'obstination des deux camps. Le gouvernement camerounais continue de rejeter les demandes de retour au fédéralisme, tandis que les groupes séparatistes, en réponse aux violences croissantes, se radicalisent de plus en plus dans leur quête d'indépendance. En analysant l'évolution de cette crise, on ne peut s'empêcher de se poser des questions sur les alternatives possibles. Imaginez un instant que, dès les premières protestations dans les années 1990, une médiatisation accrue eût permis de mobiliser une pression internationale plus forte. Les conséquences auraient pu être radicalement différentes. Pourtant, l'histoire nous montre que la complexité des intérêts politiques et économiques a souvent primé sur les appels humanitaires. Chaque décision, chaque déploiement de force, chaque suppression des réformes fédérales n'a fait qu'alimenter un cercle vicieux de répression et de radicalisation. Pour mieux comprendre cette dynamique, revenons sur quelques dates clés. En 1884, la conférence de Berlin aboutit à la colonisation allemande du Cameroun. En 1922, le mandat de la Société des Nations attribue la division du Cameroun entre la France et la Grande-Bretagne. Le 1er janvier 1960, le Cameroun français obtient son indépendance. Le 11 février 1961, les référendums organisés dans le Cameroun britannique aboutissent à une scission, avec le Nord rejoignant le Nigeria le 30 et un mai 1961, et le Sud s'unissant à la République du Cameroun le 1er octobre 1961. Le 20 mai 1972, un référendum abolit le fédéralisme au profit d'un régime centralisé, amorçant ainsi la marginalisation des anglophones. En 1993, la première conférence de tous les anglophones marque le début d'une mobilisation politique pour le rétablissement du fédéralisme. Le 1er octobre 2017, la déclaration unilatérale de l'indépendance de la République fédérale d'Ambazonie ouvre un nouveau chapitre sanglant de cette crise. Ces jalons historiques illustrent non seulement l'évolution du conflit, mais également l'échec des tentatives répétées de réconciliation et d'inclusion. À chaque étape, l'équilibre fragile entre les différentes composantes de la nation a été rompu, laissant la porte ouverte à la violence et à l'extrémisme. Pour illustrer la réalité quotidienne de cette crise, laissez-moi vous raconter l'histoire poignante d'un enseignant de la région anglophone que nous appellerons Samuel. En 2018, Samuel était l'un des rares enseignants courageux qui continuaient d'assurer ses cours malgré la peur ambiante. Jour après jour, il voyait ses élèves, qui représentaient l'espoir d'un avenir meilleur, se transformer en victimes d'un conflit auquel il n'avait pas choisi de participer. Un jour, alors qu'il se rendait à son école, il fut témoin d'un affrontement entre des groupes armés et les forces de sécurité. La scène était bouleversante, des fumées d'incendie, des cris, et surtout l'angoisse palpable d'une population désemparée. Samuel, à l'image de tant d'autres, continue de rêver d'un Cameroun uni où la langue ne serait plus une source de division, mais le reflet d'une richesse culturelle partagée. Ce témoignage, bien que personnel, est représentatif d'un malaise profond qui touche toute une génération. En 2019, le conflit avait déjà fait plus de 6000 morts et forcé plus d'un demi-million de personnes à quitter leur foyer. Aujourd'hui, presque 2 millions d'individus nécessitent une aide humanitaire sous diverses formes.
Chaque chiffre représente une vie, une famille, une histoire brisée par des décennies de négligence internationale. Le manque d'attention médiatique sur cette crise est tout aussi alarmant. Contrairement aux conflits qui dominent l'actualité mondiale, comme celui en Ukraine ou les tensions au Moyen-Orient, la crise anglophone demeure en marge. Pourquoi? D'abord, parce que le Cameroun est jugé d'un intérêt stratégique par les grandes puissances. La France, par exemple, entretient des relations économiques et politiques étroites avec le régime de Biya, et les États-Unis ne veulent pas compromettre leurs alliances dans une région déjà instable. Ensuite, parce que les restrictions de la presse sur le territoire camerounais rendent la tâche des journalistes indépendants extrêmement périlleuse. L'accès aux zones de conflit est non seulement difficile, mais également dangereux, ce qui freine considérablement la diffusion d'informations vérifiées. Par ailleurs, il est important de noter que l'inaction des institutions internationales joue un rôle non négligeable dans la perpétuation de cette crise. Le Conseil de sécurité de l'ONU, qui se réunit à peine une fois tous les quelques années pour évoquer le sujet, semble peu disposé à prendre des mesures concrètes. Cette réticence, conjuguée à la faible pression médiatique, laisse le champ libre à un conflit qui s'enlise depuis trop longtemps. Alors, quelles sont les solutions envisageables pour sortir de cet engrenage? Certains analystes avancent qu'un retour au fédéralisme pourrait offrir une base pour une réconciliation nationale. D'autres prônent une médiation internationale renforcée, où des acteurs neutres pourraient faciliter le dialogue entre le gouvernement central et les représentants des régions anglophones. Cependant, ces propositions se heurtent à une réalité politique complexe, où chaque concession est perçue comme une faiblesse par l'une ou l'autre des parties. Nous sommes à un tournant décisif. En regardant le passé, il est facile de constater que la négligence internationale et l'absence de véritable volonté politique ont contribué à aggraver une situation déjà dramatique. Aujourd'hui, la voix des populations affectées doit être entendue et l'attention mondiale doit se porter sur ce conflit trop longtemps ignoré. Vos commentaires, vos partages et votre soutien sont essentiels pour amplifier cette voix et forcer une prise de conscience à l'échelle internationale. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais que vous preniez un moment pour réfléchir à ce que nous venons de voir. Pensez à Samuel, à ces milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui subissent quotidiennement les affres d'un conflit qu'ils n'ont jamais choisi. Réfléchissez à l'importance de l'information et à la responsabilité que nous avons, en tant que citoyens du monde, de ne pas détourner le regard. Chaque commentaire, chaque partage peut contribuer à mettre en lumière une situation qui mérite l'attention de tous. Pour résumer, le conflit anglophone au Cameroun est bien plus qu'un simple désaccord politique ou une querelle historique. C'est une tragédie humaine qui se nourrit de décennies de marginalisation, de décisions politiques contestables et d'intérêts géopolitiques qui priment sur les droits fondamentaux des populations. Dès la conférence de Berlin en 1884 jusqu'aux événements récents de 2020 et 2023, chaque chapitre de cette histoire nous rappelle que l'inaction et l'indifférence internationale ont des conséquences dévastatrices. Le 1er octobre 2017, lorsque plusieurs groupes armés ont proclamé l'indépendance de l'Ambazonie, n'était pas simplement un acte de rébellion, mais l'aboutissement d'un long chemin de souffrance et de frustration accumulé par une population qui se sentait trahie par son propre État. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos où nous continuerons d'explorer les enjeux géopolitiques et les conflits méconnus qui façonnent notre monde. Merci d'avoir regardé, merci de partager cette vidéo et surtout, restez curieux et engagés. À très bientôt pour de nouvelles explorations au cœur des relations internationales et des défis contemporains. Merci à tous pour votre attention et à la prochaine sur la chaîne.